Dans l'actualité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, plaide pour plus d'aide au Mozambique, victime de 2 cyclones meurtriers successifs en début d'année. Il était en visite à Maputo jeudi, où la population vit toujours dans des conditions difficiles. Les manifestations se poursuivent en Algérie contre le régime. Il s'agit de la 21e contestation consécutive ce vendredi, suite à la célébration de la qualification de l'équipe nationale pour les demi-finales de la CAN. Et puis, les États-Unis doivent lancer dimanche 14 juillet une vague d'arrestations et d'expulsions de migrants clandestins. Cette opération concerne environ 1 million de personnes visées par des avis d'expulsion. Mesdames, Messieurs, l'actualité se poursuit, Seigneur d'info. Forgive vient de franchir toutes les étapes. Waouh! Elle a reçu son OK pour le projet de cinéma professionnel du Togo. Elle se prépare pour être auditionnée, formée et interpréter un rôle dans un film international avec les stars. Pour participer au projet de cinéma professionnel au Togo, inscrivez-vous en envoyant OK au 77 77 sur le réseau Togocel et suivez les instructions. Ensemble, mondialisons le cinéma togolais. Nous parlons maintenant du Togo. On va parler de la sécurité publique. Le gouvernement a présenté l'état des lieux en conférence de presse. Le ministre de la Sécurité et de la Protection publique, le général Damham Yak, a présenté le mardi 9 juillet dernier, lors d'une conférence de presse, le bilan de la sécurité au premier semestre de l'année en cours. Selon le ministre, on note au cours des 6 premiers mois de cette année 40 cas de braquage ayant occasionné 4 morts, 18 blessés et une somme totale de 142 millions de francs CFA emportés. Le bilan fait également état de 32 vols à main armée, dont 4 déjoués, mais qui ont causé tout de même 6 blessés et 4 millions dérobés, en augmentation par rapport à l'année précédente de la même période. Le rapport déplore par ailleurs une soixantaine de cas d'assassinat, 8 cambriolages et 6 conflits communautaires, Jeff le Prince. On ne se sent plus trop en sécurité au Togo. Non, j'aurais souhaité que tu donnes ce sujet à Rodrigo et à Crémio d'abord. Le sujet. Vous savez, c'est une situation qui fait peur. Ça fait peur quand le ministre de la Sécurité donne la situation sécuritaire pendant les 6 premiers mois de l'année. Ça fait peur, justement, ce n'est plus dans la nuit. Bien, ce n'est plus le petit matin, mais c'est en pleine journée qu'on braque les concitoyens. Là, ça fait poser beaucoup de questions. Moi, j'évite le sujet justement parce que personne n'est épargné. Personne n'est épargné, on a peur à tout moment. Et ce qu'on se dit, est-ce que c'est réellement l'argent qui est caché dans cette idée? Est-ce que c'est forcément l'argent que les braqueurs recherchent dans ces situations? En pleine journée, au feu tricolore, où on vient, on tire, on prend, on part et on se pose des questions comme tout ce qui s'est passé dernièrement sur la route de Haotoué aussi, ça interpelle beaucoup. Je pense que le renseignement au Togo est assez fort. Parce que le feu Gnassingbé Yadema a tellement investi dans le renseignement togolais que, au plan politique, quand vous posez un acte, même sous les roches, on va vous dénicher. On va vous dénicher. Mais malheureusement, depuis qu'on a commencé à parler de braquage au Togo, jusqu'à ce jour, on ne nous présente personne pour dire voilà, on a mis la main sur au moins un réseau. Je pense que c'est un réseau. Une seule personne ne peut pas organiser ces braquages que nous assistons il y a presque 2 ou 3 ans. Ce qui s'est passé d'abord à l'aéroport, Gnassingbé Yadema, c'est en pleine journée. Et quand on a tiré, il faut voir les forces de l'ordre qui étaient à l'aéroport, qui ont commencé par prendre la fuite. Ça veut dire que c'est des armes lourdes. Et ces armes viennent d'où? Et je pense que tous les sujets que nous avons développés jusqu'à maintenant s'entremêlent, justement parce que c'est un problème de sécurité qui se pose. Quand ça ne va pas ailleurs, il y a la fuite, ou bien il y a les fuites d'armes qui vont dans d'autres pays.
Alors nous devons collaborer en ce sens que s'il y a des gens, il y a des nids de ces malfaiteurs dans notre pays, essayons de les dénicher et de pouvoir rassurer la population togolaise que cette population est en sécurité. Mais quand on parle de la collaboration armée et civile, il faudrait que cette armée aussi adopte un comportement exemplaire envers sa propre population. Parce qu'il faut voir un peu dans les circulations aujourd'hui, quand vous arrivez à un feu tricolore, on vous interpelle, il faut voir sur quel ton nos frères corps habillés nous parlent, quel est leur comportement et tout ça. Et là, ça ne rassure pas la population de pouvoir donner des informations. Je pense que ça doit provenir aussi de changer leur comportement et dire, en fait, nous sommes habillés pour une mission, mais au-delà de ça, nous sommes des frères, nous devons préserver les intérêts de notre nation. C'est en ce sens que cette population peut collaborer pour rassurer cette population togolaise qu'au moins on peut dormir à midi chez soi ou bien on peut circuler, aller à la banque, prendre son argent. Rodrigue Laego, moi j'ai écouté déjà deux fois le ministre de la Sécurité sur les médias. Il disait que la recrudescence de ces actes d'insécurité est à mettre dans le compte de récidivistes. Parce que quand on les attrape et qu'on voit le profil, c'est des gens qui ont purgé leur peine, qui sont sortis et qui ne trouvant rien à faire, reprennent les armes. Est-ce qu'il n'est pas en train d'indexer le système, j'allais dire, carcéral, c'est-à-dire... En termes de réinsertion. Voilà, en termes de réinsertion. Bon, je peux oser parler de dédouanement. Parce que quand vous êtes ministre de la Sécurité et que ça arrive à ce niveau-là, je rappelle que ça doit être en Tunisie, non? Où à la maternité, un bébé est décédé, le ministre de la Sécurité a rendu le tablier. Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé a rendu le tablier. Parce que toutes les dispositions étaient normalement prises pour qu'il n'y ait plus de morts à la maternité. Et c'est juste pour dire que normalement, le ministre ne doit pas chercher à trouver des raccourcis. Parce que ce qu'on attend de lui en tant que ministre de la Sécurité, c'est qu'il puisse, par exemple, dire à l'opinion, voilà la situation, mais avec tel mécanisme, nous avons tant, et nous mettons en confiance, par exemple. Suivez un tout petit peu les États-Unis. Lorsqu'on parle, par exemple, d'attentats ou de trucs ici et là, tout de suite, il y a une sorte de réorganisation pour rassurer la population que vous êtes en sécurité, pour éviter que les gens paniquent. Aujourd'hui, je vous assure, s'il faut reprendre... Quand je dis, je ne sais pas si je peux mettre ça dans... Je sais que le ministre communique beaucoup. Il communique beaucoup. Lorsque les accidents, il y a le fort taux d'accidents de circulation a été évoqué après un accident qui s'est produit à Talo. Quand il est sorti, il a tout de suite déployé, il a tout de suite expliqué à l'opinion des mesures prises. Alors, moi, je parle beaucoup plus de ce que les populations veulent entendre de lui, par exemple. Citer tout ça, c'est semer la panique et le doute au sein de l'opinion qui a mis sa sécurité entre les mains du ministre Yard. Parce qu'aujourd'hui, il détale tout ce qu'il y a eu, les conséquences de cette situation, sans dire concrètement les mesures à prendre pour éviter ça. Et de l'autre côté, c'est dommage que, en lieu et place de la libre circulation des personnes et des biens, on assiste à la libre circulation des armes. C'est assez dommage. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Vous allez constater que c'est beaucoup plus ça qui circule librement finalement. Mais si nous-mêmes, en tant que personnes, si on veut, là où nous sommes, par exemple, à l'heure là, nous sommes ici, quand nous allons quitter, nous allons prendre nos chemins divers pour atteindre nos domiciles. Tout peut arriver à n'importe qui, à tout moment. Ça veut dire qu'avec ces chiffres-là, on n'est pas en sécurité. Mais s'il y avait des mesures, les gens peuvent se dire, on peut aller, puisque les gens se lèvent, par exemple, tôt le matin pour voyager à 4 heures, à 3 heures, à 2 heures et demie, tout et tout. L'autre question, c'est de s'attaquer aussi au mal qui peut amener les gens à prendre des armes contre leurs propres frères, à part des réseaux qui sont habitués à éliminer un membre encombrant ou un partenaire encombrant. Ça, c'est différent. Mais l'insécurité dont nous parlons aujourd'hui, quelle est la situation qui provoque cette insécurité-là? S'il faut parler de milieu carcéral, vous prenez des gens qui ont volé, par exemple, un téléphone portable et qui sont sans procès dans le milieu carcéral, au milieu des voyous, des délinquants. Ils reçoivent quoi? Une autre formation, c'est-à-dire la prison. Quand vous allez en prison, qu'est-ce que vous redevenez? C'est la grande question. L'insertion, la réinsertion sociale du détenu,
si on peut l'appeler, du revenant du milieu carcéral. Oui, c'est tout un programme dans lequel des pays comme les États-Unis investissent beaucoup de sous. Mais on ne sent pas ça ici sur place. On ne sent pas. Et quand vous prenez par exemple le taux de concentration de détenus, et il n'y a même pas de distinction par rapport au délit, mais les gens vont forcément à l'école là-bas. Les gens vont à l'école. Donc, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat, mais on est obligé de le dire parce que... voilà. Au même moment, je ne sais pas, c'est pas pour dédouaner le ministre, mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, on ne peut pas mettre un policier, un gendarme, parce que là, il s'agit de sécurité intérieure, l'armée n'a rien à y faire. On ne peut pas mettre un policier, un gendarme dans chaque quartier non plus. Non, mais avant de revenir à cette question, donc moi je voudrais, à la lecture du développement de mon cher confrère Rodrigue, que je respecte, parce que c'est sa façon de voir les choses, mais moi je pense que il n'est pas totalement question de dédouanement, mais moi je parlerai surtout de courage et de responsabilité du ministre de la Sécurité, le général Yak Damhan, que de planter le décor tel que cela se présente. C'est un courage qu'il a eu et c'est une responsabilité. Donc cela interroge même le travail qui va se faire après. Et il ne nous a pas menti, donc il a dit, si on fait la moyenne, parce qu'on dit en 6 mois, il y a 40 braquages. Donc ça veut dire qu'on a au minimum 6,5 braquages par mois. Donc c'est inquiétant. Et c'est là où, dans son développement, il a appelé à une coopération entre les forces de sécurité et les civils. Donc ça aussi, c'est un pan mieux exploité, peut donner quelque chose. Parce que les renseignements ne se font pas uniquement dans les milieux, ou bien exclusivement dans les milieux des corps habillés, mais les renseignements, c'est lorsque on investit les poches de la société où que cela peut se faire. Donc là, je voudrais nuancer, pas dire que Rodrigue n'a pas raison, mais nuancer le fait que après avoir présenté le décor des 6 mois de sécurité publique interne, donc c'est un courage et c'est une responsabilité. Maintenant, il reste à développer des actions afin qu'on puisse anéantir cela. Maintenant, en termes même d'action, rassurer. Dans un premier temps, et je crois que au cours de sa conférence de presse, le ministre Yak, il plante le décor, mais dans cette conférence que nous avons suivie, donc il a également rassuré les populations en ce sens qu'il y a du travail qui se fait. Mais dans le cas d'espèce, la sécurité, c'est un sujet assez sensible. Donc j'avoue, lorsqu'on va parler, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous faisons des analyses. Que les gens veuillent accepter nos angles d'analyse, et pas parce que c'est avec le jaillissement de ces idées qu'on peut améliorer. Donc là, et actuellement, ce qui se passe, c'est que au-delà de cette collaboration que nous devons avoir, sûrement qu'il y a des actions qui sont développées. Et par le ministère de la Sécurité, l'ensemble de ceux qui interviennent dans la sécurité, mais ce ne sont pas des choses qu'on peut gongonner pour dire nous avons pris telle disposition pour contrecarrer les braqueurs autres là. Parce que ce que les braqueurs font, ce sont les gens qui sont beaucoup plus à l'affût de l'information pour savoir quelle doit être la réplique des autorités en face et autres là. Nous ne disons pas que nos forces de sécurité doivent être amorphes sur la question, mais ils ont l'obligation de peu parler, mais d'être efficaces sur le terrain. Maintenant, on voit, donc Jeff le disait, avant, ces genres d'actions, c'était dans la nuit profonde. Aujourd'hui, en plein midi, on voit des gens qui roulent à moto pour aller crever les pneus des véhicules, et c'est-à-dire à visage découvert. Ils ne sont même pas cagoulés, à visage découvert, ils font leurs opérations. Donc c'est là où il faut plutôt conseiller à ceux qui connaissent mieux la sécurité, les questions de sécurité, qu'il faut procéder autrement. Parce qu'il y a des corps de métier, il y a des corps. Aujourd'hui, au niveau de la sécurité, on peut redéployer ces éléments pour aller beaucoup plus dans la sécurité intérieure, mais autre chose que de voir ces éléments en pleine circulation faire autre chose. Donc je crois que sur ce plateau, on en l'a dit, mais il faut également renforcer les questions de renseignement. Pas parce que c'est à partir des renseignements qu'on peut avoir. Maintenant, les poches de résistance que j'appelle à ceux qui ont connu la prison, qui ont été relaxés ou bien qui ont purgé leur peine,
qui se définissent comme des récidivistes. Cela est possible aussi lorsque on n'a pas un programme de réinsertion. Quelqu'un qui fait la prison, quelqu'un qui est devenu un détenu restaurateur à la prison civile de Lomé, ou bien qui a son téléphone, qui fait passer des appels, qui gagne des centaines de mille. À la fin du mois, la personne sort de la prison, la personne n'a rien, donc la personne va faire quelque chose pour retourner là-bas. Je vais vous raconter une petite histoire. Au cours d'un procès, il y a un récidiviste qui a été libéré. À peine une semaine après, la personne a encore commis un délit mineur, elle est partie voler et a demandé aux agents de le déférer, de ne pas lui faire de pitié. Maintenant, au cours de son procès, qu'est-ce qu'il a eu à dire au juge? Quand le juge lui a donné la parole, est-ce qu'il reconnaît? Il dit, il reconnaît. Et le juge lui dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a dit, monsieur le juge, je ne suis pas prêt, je ne suis pas venu pour répondre de ça, appliquer la loi, condamnez-moi fort. Tout simplement parce que la personne est un mieux nanti du côté de la prison. On ne lui a pas permis de faire de la réinsertion, on ne l'a pas préparé. Parce que normalement, la prison, ça corrige. Mais si la prison doit amener les gens à devenir plus grave, plus criminel qu'avant, donc ça ne peut pas. Donc il y a également ce côté qu'il faut prendre en compte. J'avais un ami qui a fait de la prison et qui dit qu'il y a quelqu'un qui sortait et en prison il est devenu vendeur de riz. Et il dit à l'autre à qui il confiait sa table, garde-moi ça, je reviens. Non, que je reviens la semaine prochaine. Maintenant, pour être beaucoup plus simple, par exemple, la rage qu'on voit, parce que même dans le rapport que le ministre a présenté, il a présenté aussi le rapport de l'opération Entonnoir, où 382 361 litres de carburant de contrebande ont été saisis et tout. Si on déployait cette rage aussi contre les cambrioleurs, ça serait très intéressant. Oui, ce serait très intéressant. Vous savez, ça c'est aussi un pan du développement de la sécurité. Parce que vous savez, je suis à la frontière. Anéro se situe dans une frontalière. Donc, vous comprenez ce que nous assistons tous les jours et les enfants même qui s'amusent dans les rues en pleines vacances. Vous voyez ces véhicules chargés de boudins qui circulent et qui sont poursuivis par les corps habillés. Je pense qu'il est important aussi de déployer cette énergie pour la sécurité interne. C'est des gens qui sont là, ils ne sont pas habillés, comme Credo l'a dit. Je pense qu'ils font bien leur travail. Mais quand ça ne va pas ailleurs, il faut les déployer vers un autre système pour rassurer le peuple togolais que nous sommes en sécurité. Sinon, ce à quoi nous assistons, ça interpelle. Et je pense que le ministre, étant conscient en présentant le tableau, ne pourra pas dormir ces derniers jours parce que c'est une responsabilité. Et c'est une très grande responsabilité. En ce sens qu'il n'est pas appelé aussi à déballer sa stratégie pour pouvoir contrecarrer ces braqueurs dans ces périodes. Et parce que le confrère l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de le contredire, mais quand je veux mettre une stratégie en place pour contrecarrer mes adversaires, je ne suis pas obligé de dévoiler ces stratégies en attendant de pouvoir les mettre en œuvre. Alors, je voulais dire, ceux qui sont là, quand vous prenez la DSRP, ou bien comment vous les appelez? C'est la DSRP, c'est la stratégie. La DSR, voilà. Ces corps habillés qui sont déployés sur nos routes, vous les voyez à peu près une dizaine, parfois une demi-douzaine, ils sont là sur nos routes. On peut les utiliser habillés en civil, mais qui sont là pour le renseignement. De deux, on ne va pas se mettre à accuser forcément les corps habillés parce que quel est le matériel mis à leur disposition? Si le corps habillé n'a pas le matériel, les armes qui tirent plus lourdes que ce que moi j'ai dans la main, je pense que je vais prendre la clé des champs que de rester à affronter quelqu'un qui a une arme lourde. Ouais, ce qui s'est passé à l'aéroport, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que quand vous prenez les gens, vous quittez l'aéroport, l'exemple qui s'était produit à l'aéroport, vous prenez là, toutes les banques qui sont alignées, il y a toujours des gens qui gardent ces banques. Ils pourront quand même riposter, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les gens ont pris la fuite. Donc, je pense aussi que la responsabilité aujourd'hui du ministre de la Sécurité, c'est de demander aux hautes autorités d'équiper. Il faut équiper les corps habillés. Quand vous les équipez, ils vont faire leur travail. Je pense qu'ils ont toujours prouvé leur savoir-faire à l'extérieur. Mais quand il n'y a pas l'équipement, vous allez voir les corps habillés faire leur patrouille avec leur propre moto et tout ça là qui circule dans l'obscurité et tout, qui ne sont pas équipés même de torches, de lampes pour pouvoir faire leur travail. Je pense qu'il faut attirer l'attention de l'autorité à ce sens. Ils ont véritablement besoin de ça. Non, c'est juste, avec ta permission, donner un autre exemple. Vous savez,
il y a une dame qui m'a raconté qu'un soir, elle rentrait au-delà de 22 heures. Voilà, dans un coin assez obscur, elle voit des gens qui font la toche, mais qui étaient habillés. Certains étaient en civil, certains étaient dans le treillis, donc qui lui ont dit que c'est la police, c'est la sécurité. Mais la dame, elle m'a dit qu'elle a baissé juste la vitre un tout petit peu pour dire, si vous êtes dans cette obscurité, c'est à la vue de mon véhicule que vous sortez sur la voie, vous me mettez en insécurité parce que je ne suis pas en sécurité pour vous faire voir quoi que ce soit ou bien pour même vous montrer mon permis de conduire ou bien la carte grise de mon véhicule. Et la dame m'a dit qu'elle a remonté la vitre, elle est partie et que les agents, donc elle se demande est-ce que c'était des agents, de vrais agents ou bien des gens autres là. Parce qu'elle a dit, elle n'est pas en sécurité. Et quand vous voyez les gens, au lieu de rester de façon visible, comme vous les voyez, dans la lumière, donc les agents là cherchent des coins assez obscurs et pour faire le truc là. Donc, voilà un exemple que je voudrais donner pour dire qu'il y a des efforts qui se font. Il y a des efforts qui se font, mais nous devons collaborer avec les forces de sécurité parce que, vous savez, Jeff l'a dit, en termes de renseignement, notre pays a de la valeur ajoutée. Maintenant, est-ce que ces agents de renseignement sont bien même rémunérés? Parce qu'il faut aller le truc là. Est-ce qu'on leur donne les moyens de faire de faire leur travail comme cela se doit? Il faut encourager les agents qui font convenablement leur travail. Donc, il y a tout un pan de choses, mais on peut tabler sur le courage et la responsabilité du ministre et on espère. C'est la sécurité de notre pays, c'est le concours à tout un chacun. D'accord. Rodrigue, il y a quand même quelque chose qui va faire craindre dans cette affaire, c'est que, on l'a tous évoqué, la facilité avec laquelle ces gens commettent leurs actes et repartent. Nous sommes dans un contexte global d'insécurité, je veux nommer le terrorisme. Il suffit qu'un jour, puisque les gens circulent aussi facilement avec des armes, un jour, quelqu'un tire dans une foule, écrit quelle devise vous savez, et puis patatras, ça commence. Non, vous savez, la problématique que nous évoquons ici, c'est avec peine que moi particulièrement j'essaye de l'aborder, au vu de certaines réalités, parce que nos vies sont menacées tous les jours que Dieu fait. Et je peux dire que c'est avec la main forte du Seigneur que nous tenons. Mais le devoir, quand il vous appelle, c'est la nation, il faut aller. Bon, la vérité existe, hein, on n'invente que le mensonge. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mener des réflexions autour de cette problématique-là. Ce n'est plus un secret que les gens qui braquent sont des professionnels, des gens forts, qui tiennent des armes adéquates. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris des fusils de fabrication artisanale pour aller, par exemple, prendre du vélo, je ne sais pas, chez quelqu'un. Ça craint parce que nous sommes en train de dépasser l'étape là. Hier, on parlait de coups de machette, ici, on a pris une moto. C'est vrai qu'eux aussi, ils ont repris du service. Hein. Hier, on parlait de ci, de ça. La dernière fois, ils sont allés quelque part à Bossy de voler une dame. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas ce qu'ils ont mis sous la porte pour soulever la porte et l'enlever tranquillement. Ils ont fait ce qu'ils peuvent et ils ont remis. Là, par exemple, on sent que ce sont des jeunes qui... Là, ça n'inquiète pas trop. Mais des jeunes, mais des professionnels. Oui, des jeunes qui sont professionnels par rapport à leur niveau d'opération, leur champ d'intervention. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faut repenser et mener des réflexions pour trouver des solutions idoines à ce problème. Quand il y a un lien là où ça frappe. Généralement, vous dites la personne est partie faire une opération bancaire et c'est juste à sa sortie de banque que cette personne sur l'itinéraire, que cette personne est attaquée. Qui sait que cette personne est venue prendre l'argent? Parce que si on va dans une agence de banque, ce n'est pas forcément pour faire un retrait. On fait aussi des envois. Pourquoi justement, lorsqu'on prend des sommes à partir de 5 millions, par exemple, que les gens sont suivis la dernière fois à l'université? C'est-à-dire, ça veut dire que ceux-là, ils n'ont plus peur. Et certains évoquent même des complicités à l'intérieur des banques. C'est pour ça que je parle de réseau. Je l'ai dit à demi-mot. Comment est-ce que ceux-là sont informés que cette personne est venue chercher ceci et elle est poursuivie pour être braquée? C'est là aussi la grande question. L'autre question, les points stratégiques, figurez-vous, à Moutier-V, par 2 fois,
Et moi, je pose le problème de villes assez équipées de caméras aujourd'hui. Il y a des caméras de surveillance un peu partout. Un peu partout. Mais c'est un Il y a des caractère caméras. privé. Oui, mais attends, Mais pour la sécurité nationale. Je rappelle que la loi autorise à aller. Si ça fonctionne. Oui, parce que oui. La loi autorise à aller Évidemment. chercher Les les cassettes de ces enregistrements, caméras privées là Oui. pour pouvoir réanalyser les scènes. Je ne peux rien apprendre. Dans la zone Peut-être que ça se circonscription. fait. Parce qu'on avait dit à l'époque, lorsqu'on avait braqué l'aéroport, quand vous quittez l'aéroport, vous arrivez même à Hidranaoué, dans la station où le pasteur a été abattu. Vous avez au moins 3-4 caméras là-bas. Il y a au moins 1 ou 2 banques qui sont équipées de caméras. Là-bas. La Banque Atlantique. Voilà. Et puis il y a une autre caméra en haut, perchée là, qui suit. Et pratiquement tous les carrefours, il y a. Je crois que si on n'arrive pas à voir la personne en venant, mais lorsque cette personne se retire, on peut retracer l'itinéraire et faire un travail. Nous n'apprenons rien, mais nous doutons parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Et c'est très important. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut revoir notre milieu carcéral. Il faut revoir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas? On condamne la personne, on l'envoie, c'est fini. On attend le jour où cette personne-là va sortir. Ou bien, il y a un programme qu'on exécute dans ce milieu carcéral-là. Parce que je rappelle, les gens ont volé un simple téléphone portable. Quand ils sont sortis, ce sont des véhicules. Ils volent. Donc, ça craint. Et de grâce, on peut lancer peut-être cet appel à tous les jeunes. Au fait, on a tous envie. L'enrichissement, ça nous tente. On a tous envie, ça tente tout le monde. Mais il faut travailler. Il faut aussi pouvoir digérer un plat qu'on a souffert à avoir, comme l'a recommandé la Bible, l'homme mangera à la sueur de son front. On me dira que dans le braquage aussi, c'est dans la sueur du front. Mais de grâce, il faut ôter la vie de pauvres citoyens pour pouvoir avoir de quoi manger. Ayons la crainte de Dieu, parce que la vie de l'homme est sacrée. Quand on évoque la collaboration entre population et armée, sur ce genre de fait, le braqueur, par exemple, il n'écrit pas braqueur sur son front. Non, il n'écrit pas braqueur. Vous savez, quand on parle de la collaboration, en réalité, je suis un chef quartier, ou bien je suis président de CDQ dans mon quartier, par exemple, quelqu'un étranger qui vient, qui s'installe. Vous savez, ça pose tout un problème. Ce débat, on ne peut pas finir ça en 30 minutes. Parce que c'est toute une chaîne. Dans les pays développés, vous vous installez dans une ville, vous devez vous faire enregistrer immédiatement. Vous êtes de quelle fonction, tout ça là, toute l'identité, on doit l'avoir. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui viennent, qui prennent des villas à 300 000 francs le mois, par exemple, seuls. Et vous allez voir des gens qui disent, je veux une cour commune pour moi seul, avec une maison à étage. Mais vous vous demandez, il fait quoi comme travail. On ne se pose pas la question. Et c'est ça qui amène les Togolais aujourd'hui qui ne veulent plus louer des maisons aux frères togolais, mais on préfère les étrangers qui payent bien. Mais le gars à qui je loue ma maison, je ne sais même pas de quel service il est. Je ne le vois pas pendant la... Oui, je ne le vois pas pendant la journée. La nuit, vous le voyez sortir avec son véhicule. Il rentre tard le matin. Il pourra te dire, je reviens de la boîte. Mais posons-nous la question. C'est de cette collaboration qu'on parle. On doit se poser des questions. Parce qu'ailleurs, dans certains villages, quand vous arrivez, le chef du village doit être en connaissance de votre présence dans son village. Parce que tout peut arriver. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. On est là. Et on préfère les étrangers parce qu'ils payent bien. On a construit de très belles maisons. On ne veut pas louer ces maisons à nos frères togolais. Voilà là où le problème nous amène. Je pense que c'est toute une chaîne. On ne peut pas finir ce débat en 30 minutes. On ne peut pas non plus dire que les responsables de la sécurité sont dépassés. Non, on ne peut pas dire ça. Mais ils ne peuvent jamais baisser leur arme. Ils ne peuvent jamais baisser les mains. S'ils sont arrivés à faire un constat, c'est qu'ils doivent trouver des antidotes à ça. Donc c'est ce à quoi je les encourage. Et je sais que leur mission aussi n'est pas assez facile. Et comme on le croit, c'est une mission assez risquée même. Parce que faire la sécurité, vous êtes exposé vous-même lorsque vous n'avez pas les moyens. Donc c'est là où nous disons, nous devons beaucoup plus les encourager à mieux nous servir. Et également, lorsque nous constatons des dérapages dans la pratique ou bien dans le travail de ces corps habillés, nous avons cet impérieux devoir de le relever. Mais je dis bravo à nos forces de sécurité, mais je leur dis, la tâche n'est pas aisée, ce n'est pas encore facile. Je vous encourage à faire le meilleur pour le bien-être. Merci Jeff Le Prince, Rodrigue Garrigo, merci beaucoup.
Demain, nous sommes ensemble dans le monde en 7. Je vous retrouve lundi pour Regard Croisé.